2, 3, 1, 2, 3. בהתחלת המלחמה, זה רעיון מוקלט בביתה של רני ציגלמן ב-19 לינואר 1964. Alors, nous parlerons maintenant en français. J'aimerais que vous me racontiez le développement de votre activité depuis le début de la guerre. Bon, en vérité, je n'ai pas été tout de suite dans le mouvement de résistance jusqu'à ce que la guerre a éclaté en Belgique. J'étais membre de l'organisation de jeunesse DROR. Et c'était ma seule vie sociale, si je peux dire. Dans quelle ville était-ce? À Bruxelles, en Belgique. Et étant donné que le mouvement auquel j'appartenais n'avait rien organisé, alors j'étais perdue, je n'avais rien à faire. Mais est-ce que le mouvement lui-même a continué à fonctionner? Il a continué à fonctionner jusqu'à ce que les persécutions contre les Juifs se sont faites vraiment violentes, jusqu'aux arrestations, oui. Mais d'une façon très, comment dire, très anarchiste. Oui. Beaucoup de dirigeants étaient partis, les uns en France, les autres en Suisse. Alors ceux qui restaient seraient plutôt par lien amical que pour des buts d'organisation. Oui. Quand les répercussions contre les Juifs ont vraiment commencé, c'est-à-dire quand on commençait à les déporter vers Malines, oui. Alors quelques-uns des camarades de DROR, et je me souviens d'un, je ne veux pas dire des choses trop générales, mais d'un je me souviens qui faisait partie de la direction du mouvement. C'était, à cette époque-là, c'était déjà ce qu'on appelait un aîné. Oui. Il dirigeait les jeunes. Oui. Et il a travaillé dans l'AIVG. Non, pas l'IVG, je confonds. Ah, c'est, comment ça s'appelle ce mouvement? Le comité de défense des Juifs? Non. Non, c'était pas un comité, AJB. AJB. Oui. Et d'autres jeunes que je connaissais moins, qui n'appartenaient pas au DROR, et qui portaient les convocations pour partir à Malines, et qui faisaient aussi de la propagande pour qu'on parte oui. à Malines. Oui. Malgré qu'ils soient... Et je ne sais pas, je ne sais pas s'ils étaient sincères ou s'ils ne l'étaient pas. En tous les cas, ce n'était pas bien vu. Parce que quand ils venaient faire de la propagande pour qu'on réponde aux convocations et qu'on se rende à Malines, alors la question se posait, pourquoi toi non? Oui. Toi qui portes ces convocations, pourquoi non? En tous les cas, ce dirigeant du DROR qui... C'est ici qu'on se... Bon. Faites-moi Est-ce qu'il y a... Oui. Non, ça... Bon, alors... Donc nous étions... ce dirigeant du DROR était certainement un élément démoralisateur parmi les jeunes qu'il avait dirigés. Et ça, je me souviens. En tous les cas, en ce qui concerne mon histoire personnelle, ça, jusque vers le milieu de l'année 42, j'ai eu très peu de contact avec très peu de personnes. Je vivais illégalement, je devais m'occuper de mes parents qui ne sortaient pas du tout. Et puis, par tout à fait un effet du hasard, j'ai fait la connaissance d'une personne plus âgée que moi, avec laquelle j'ai un peu bavardé, et nous avons échangé toutes sortes de points de vue, et après quelques rencontres, il m'a proposé de rentrer dans le mouvement de résistance. Je ne savais pas exactement de quel mouvement il s'agissait, mais j'étais prête à n'importe quelle action du moment que c'était dirigé contre l'occupant. Et ce mouvement était le mouvement des partisans belges. Vers la fin de l'année 42, je suis rentrée au mouvement des partisans belges, et pas dans la section juive, je ne savais d'ailleurs même pas qu'elle existait. Est-ce que vous saviez déjà alors de l'existence du comité de défense des Non, Juifs? rien du tout. Rien du tout. Je n'étais
en liaison avec personne qui aurait pu me mettre au courant. Oui. Mes anciens amis, je les voyais de temps à autre, souvent l'effet du hasard, mais eux-mêmes n'en savaient rien. Et je n'ai rien su de l'activité du comité de défense jusqu'après la guerre. Après la guerre, alors on m'a raconté de toute façon, même si je l'avais su, pendant la guerre, je n'aurais pu changer de mouvement, parce que j'étais au contraire très fière d'appartenir à un mouvement armé, et j'étais jeune, c'était d'ailleurs, à mon avis, plutôt ma place. Oui. Le mouvement de résistance civile était plus indiqué pour les personnes plus âgées, qui ne pouvaient pas, n'avaient plus les réactions et les réflexes qu'il fallait pour être dans un mouvement militaire. Je suis restée là jusqu'à la fin de la guerre. J'ai connu quelques juifs dans le mouvement que j'ai reconnu comme juifs. C'était des choses dont on ne parlait pas. On ne devait pas donner, non pas seulement sa qualité de juif, mais même pas son identité, puisqu'on ne se connaissait on travaillait par cellules, et on ne connaissait le pseudonyme l'un de l'autre. On ne pouvait pas avoir de contact personnel, ni donner d'adresse, ni aucune indication qui aurait pu faire repérer qui que ce soit. Mais en tous les cas, entre juifs, on se reconnaissait, et comme ça, j'ai vu qu'il y en avait. Et certains des postes de direction très responsables. Voilà, ça c'est en cours de mon histoire. Est-ce que vous avez quelque idée du nombre de juifs qui se sont joints aux partisans non juifs? D'abord, je ne les connaissais pas tous, parce que comme je vous dis, on travaillait par cellule. Et très souvent, je quittais une cellule quand il y avait des arrestations et puis il y avait un remaniement. Autrement, on ne quittait pas son travail facilement. Il fallait vraiment qu'il y ait des circonstances tout à fait exceptionnelles ou parce qu'on vous donnait un autre travail plus responsable. Mais pendant de longs mois, vous travaillez avec les mêmes personnes. Alors, je ne les ai jamais comptés, il faut dire la vérité. Et d'ailleurs, ça ne vous donnerait aucune image puisque je ne connaissais pas tout le monde. Et quand nous sommes arrivés à la libération, il faut dire que les partisans de 44 n'étaient plus du tout ceux de 42. Très très rares ceux qui, comme moi, qui ont tenu le coup jusqu'à la fin. Ceux dont vous avez fait la connaissance maintenant ont été arrêtés et sont revenus. Mais il y en a très nombreux qui ont été arrêtés et qui ne sont pas revenus. En 1944, à la libération, je suis restée de 1942 avec une camarade juive, qui est en Israël d'ailleurs. Je l'ai beaucoup cherché avec Yacoub, on ne l'a pas trouvé. Et tous les autres étaient déjà revenus en 1943, même en 1944 au début. Les autres avaient déjà disparu. Et quelle espèce de travail est-ce que vous faisiez dans du travail militaire, du sabotage, sabotage, des trains de marchandises allemandes, de militaires allemands, aussi des suppressions de traîtres belges et de gestapistes. Et personnellement, j'ai participé à 2-3 actions qui avait pour but de prendre de l'argent pour soutenir la résistance. Une compagnie de gaz, je me souviens. Nous avons vidé la caisse et parfois une action de timbre. Je sais qu'il y en a eu beaucoup plus, mais moi je n'ai pas de timbre de ravitaillement. Pour obtenir des timbres de ravitaillement frais, donc parce que c'était défendu d'employer les faux pour ne pas se faire arrêter par des bêtises. À un certain moment, c'était déjà vers la fin de 1943, j'ai été responsable d'un dépôt d'armes
Alors, moi et mon responsable, on savait seulement où était le dépôt. Quand il y avait une action, nous deux, on amenait les armes qui étaient nécessaires à l'action à un certain point de rencontre. Et après l'action, c'est nous deux qui devions les récupérer et les emmener au dépôt pour ne pas donner l'adresse aux autres camarades. Et est-ce que dans le mouvement là-bas, on savait que vous étiez juif? Eh bien, je n'ai pas eu l'impression que le Belge le savait. Il n'y pensait pas. C'est au fond... Il n'y pensait pas et je n'ai pas du tout eu l'impression qu'il le savait. Mais quand il y avait un nouveau camarade juif qui venait ou que pour les besoins d'une action, on réunissait notre cellule avec 2 ou 3 autres cellules et qu'il y avait des camarades juifs, tout de suite je me rendais compte à leur regard qu'ils m'avaient repéré et eux voyaient aussi que je les avais repérés. Mais ça, c'était rectal. Oui. Mais est-ce que les non-juifs vous repéraient aussi? Non. Non, Pas les Belges. Ils ne sentent pas cela. Ils n'y pensaient pas d'ailleurs. N'y pensez pas. Non. Mais est-ce que la propagande nazie ne faisait pas d'influence, n'avait pas d'influence sur eux? Enfin, est-ce qu'ils étaient conscients du problème des Juifs en Belgique? Est-ce qu'ils en parlaient? Est-ce qu'il y a des persécutions contre les Juifs? Eh bien, les partisans étaient en bloc contre tout ce que les Allemands faisaient, et entre autres aussi cela. Ils étaient contre l'arrestation des réfractaires, ça, vous vous rappelez ce que c'est, oui, les jeunes gens pour le travail, contre l'arrestation des Juifs. Et il se peut même qu'il y avait des antisémites d'avant-guerre qui, pendant la guerre, n'étaient pas d'accord avec les actions des Allemands. N'est-ce pas ça? Ça s'est vu aussi, mais je n'ai pas l'impression que ça les préoccupait tellement. Ça nous préoccupait à nous. Oui, mais ils n'ont jamais entrepris d'action eux-mêmes pour sauver des Juifs. Ça, je ne dirais pas. En général, l'action était proposée par le haut. Oui. Et il n'aurait sûrement pas refusé d'abattre un prêtre qui dénonçait des Juifs. Enfin, je n'ai jamais rencontré un refus de ce genre. Mais pour ce genre de questions, je crois que votre enseignera mieux. Je pense qu'il y a eu des camarades belges qui ont participé aux actions qui étaient alors vraiment destinées à libérer des Juifs, comme le train. En fait, on pouvait difficilement séparer les deux questions parce que un rexiste, il dénonçait les Juifs, mais il dénonçait aussi les réfractaires quand il savait où en trouver. Oui. Alors, quand on avait décidé de supprimer un rexiste, moi je pensais peut-être un dénonciateur de Juifs en moins. Il est fort possible que le jeune garçon de 19-20 ans pensait un dénonciateur de réfractaires en moins. C'est pas supposé, mais je n'ai jamais discuté de ces choses. Non, je comprends. Non, ce que je voulais savoir, c'est si la chose était jamais discutée, n'est-ce pas? Pour dire la vérité, on ne discutait pas beaucoup. On ne se parlait pas beaucoup. On réglait les choses du travail et puis on se quittait. Et vous dites vous-même que, donc, de temps en temps, si vous vous joignez avec d'autres cellules, vous voyez des Juifs parmi eux. Est-ce que vous savez pour quelles raisons eux auraient plutôt choisi les partisans généraux plutôt que les partisans juifs? Eh bien, je ne les ai pas connus tous personnellement, alors je ne pourrais pas vous dire exactement. Non, il se peut que, comme moi, ce soit un effet du hasard, parce que, bien entendu, si j'avais fait la connaissance d'une personne qui m'aurait proposé de rentrer dans le bataillon juif, j'aurais sûrement accepté. Cela va de soi, mais par hasard, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui m'a fait rentrer dans les partisans généraux. Ça, c'était les partisans armés, oui, les partisans armés, c'est attaché au front de l'indépendance. Oui. C'est le même mouvement que Jacob a. Oui, je comprends. Seulement, lui, vraiment, a dirigé le bataillon juif, avec lequel moi, je n'ai pas eu de rapport. Mais vraiment par l'effet du hasard. D'autre part, j'ai connu plusieurs
après la guerre, j'ai vraiment fait connaissance qui étaient des communistes. Et alors, ils étaient des résistants de la première heure, et là, ils sont allés, là où on les avait désignés. Je ne crois pas qu'ils pouvaient choisir. On leur a dit, tu iras là, sans doute, c'est là dont on a besoin de toi. Ils sont allés là. Bon, je crois qu'on va passer voir sur le questionnaire général s'il y a quelque chose comme question auquel vous pourriez encore répondre. Vous m'avez dit que vous ne saviez rien sur la formation du comité de défense des Juifs et que vous avez seulement entendu après la guerre. D'autre part, peut-être pourriez-vous me dire, à votre avis, quel était le genre de juif qui s'est joint aux partisans, que ce soit juifs ou non juifs, par rapport à ceux qui se sont cachés ou qui ont essayé de s'enfuir? Oui, de toute évidence, c'était des communistes. Les communistes. Moi, j'en ai connu plusieurs qui étaient des juifs hongrois, qui étaient d'ailleurs qui résidaient en Belgique par un effet du hasard. C'était des anciens combattants d'Espagne qui avaient été en prison après la défaite en France. Et quand la guerre a éclaté en France, les geôliers sont partis, les prisons ont été ouvertes. Et ces gens-là ont essayé de rejoindre la Hongrie. Mais sans papier, sans rien, ils n'avaient absolument rien. Et ils sont arrivés en Belgique, ils n'ont pas pu continuer. Et la Belgique les a acceptés. Ils n'ont naturellement pas raconté qu'ils venaient des brigades internationales d'Espagne, comme la Hongrie était un pays allié de l'Allemagne. On les a acceptés, on leur a donné des papiers, la plupart ne s'étaient pas enregistrés comme juifs. Le groupe, dans sa grosse majorité, était des juifs. Oui. Là, malheureusement, il n'en est pas resté beaucoup. Un est resté qui est retourné en Hongrie après la guerre et le reste a été fusillé. Enfin, a disparu en tous les cas. Je ne crois pas qu'ils ont été déportés parce que depuis la date de l'arrestation, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Alors, je suppose qu'il y a encore quelques-uns ici et là qui sont venus comme moi, parce qu'ils voulaient faire quelque chose et que leur mouvement ne les avait pas orientés, parce qu'il va de soi que si le droit avait fait quelque chose, pour moi, ça aurait été tout à fait naturel de suivre mon mouvement. Oui. Et vous aviez mentionné tout à l'heure que l'AJB avait donc utilisé les jeunes des mouvements de jeunesse pour distribuer les appels à Malines. Les jeunes, je ne dirais pas, vous savez, parce que c'était... Je ne crois pas que c'était facile d'y arriver, c'était des places de choix, c'était plutôt pour les gens qui se considéraient comme la crème. De mon mouvement, je me souviens surtout de ce dirigeant. Qui obtenait donc une soi-disant couverture en travaillant pour l'AJB. Moi, j'étais un membre bien actif du droit. Je n'étais pas un membre passif comme ça, qui venait de temps en temps. J'étais une jeune très active et j'étais de nombreuses années. Je suis rentrée très jeune dans le mouvement, peut-être à l'âge de 9 ans. Je suis restée jusqu'à ce que la guerre a éclaté. Personne ne m'a proposé. Je n'ai fait non plus aucun effort de ma part, mais je n'ai pas l'impression qu'on essayait plutôt de placer les jeunes, que c'était des choses, des places recherchées. Si j'ai bien compris, vous avez rejoint les partisans déjà au milieu de 1942, c'est-à-dire l'AJB a commencé fin 1941. Oui. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose de ce que vous savez sur la réaction des Juifs sur les activités de l'AJB? Oh, plutôt la colère. La colère. Oui. Et est-ce qu'ils se sont... Je ne dirais pas qu'au début, ils voyaient des traîtres en eux ou quelque chose. Ils ne se rendaient peut-être pas tout à fait compte de la signification de la chose, sauf ceux qui avaient
de liaison déjà avant la guerre avec le Parti communiste. Mais les gens qui ne s'occupaient pas de politique, je ne crois pas qu'ils réalisaient. En tous les cas, si je prends mes réactions et les réactions de mes parents, de vos parents, de vos connaissances, des autres jeunes du Nord, oui. Je ne crois pas qu'on réalisait exactement qu'ils faisaient figure de collaborateurs des Allemands. Mais en tous les cas, nous étions en colère. En colère, oui. Mais est-ce que les gens se sont soumis à leurs directives, question de contribution, question de s'enregistrer dans le registre, les invitations d'abord? Attendez, il me semble que l'enregistrement s'était fait avant. Il y avait eu un enregistrement dans les communes à la fin de 40. Oui, déjà avant qu'il n'était actif en tous les cas. Pour autant que moi je me souviens, je n'ai pas gardé de Il y a une question qui n'est pas tout à fait claire, si les communes ont vraiment livré leur liste aux communes ou si les... Attendez, il y a eu cet enregistrement où les Juifs devaient se présenter à la maison communale avec leur carte d'identité et où on leur mettait un cachet. Oui. Yud. Oui, sur la carte d'identité. Maintenant, moi, je ne suis pas du tout au courant, je n'étais pas... Enfin, j'étais une gamine, quoi, et je ne m'intéressais pas si profondément à la chose. Je ne sais pas si cet organisme juif existait déjà. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'on ne les voyait pas à la rue, quoi. On ne les voyait pas transporter, aller faire de la propagande. Je ne les ai pas vus. Je sais que l'enregistrement s'est fait alors qu'ils étaient passifs, s'ils existaient déjà. Je n'en sais rien. Et les Juifs qui ne se sont pas enregistrés, il y en a qui ont été réfractaires au mot d'ordre d'enregistrement. Il y a eu une pression sur eux par le fait que leurs noms étaient ensuite publiés dans les journaux antisémites. Les journaux antisémites repéraient les noms de X, Y, Z Juifs qui ne se sont pas encore enregistrés à la maison communale comme étant juifs. Oui, ça. Et alors, quand ils voyaient leur nom comme cela, le lendemain, ils allaient s'enregistrer. C'est intéressant. Et c'est pour ça que ces gens que je vous ai racontés qui sont venus d'Hongrie, et qui n'étaient pas connus du tout en Belgique, eux, ils ont parfaitement réussi. Ils ne se sont pas enregistrés, ils avaient l'expérience de ces choses. Ils ne se sont pas enregistrés et ça a bien marché. Mais les Juifs, c'est pas si facile. Ça a commencé par l'enregistrement, puis il fallait donner la radio, puis rester chez soi à 8 heures et porter l'étoile. Rester à 8 heures et porter l'étoile, ça allait ensemble. Vous m'avez une fois raconté au sujet des jeunes qui aussi travaillaient dans la grosse industrie, qu'ils seraient... Oui, ça. Vous pourriez me raconter Comment s'appelle cet organisme? Quelles sont les initiales? L'AJB. L'AJB. Ici, l'AJB était déjà active. Oui. Là, il y a déjà eu de la propagande que ceux qui rentreront dans l'industrie lourde ou dans les mines, ce sera également une couverture. Alors, c'est une couverture moins bonne, puisqu'il s'agit de travailler dur, mais c'est une couverture tout de même. Et ça, c'est un mouvement qui a été suivi vraiment en masse. Vous voyez du jour au lendemain tous les jeunes gens de Bruxelles qui partaient vers Charleroi, vers Liège, vers toute la région industrielle de la Belgique et qui descendaient dans les mines et allaient dans les usines. Mais ça n'a servi à rien qu'à faire une concentration de juifs. Et si je me souviens bien, la première rafle a été faite à Charleroi. Donc, le matin, très tôt, quand ils se rendaient tous au travail, on les a ramassés à la rue, on les a concentrés à la bourse du travail, on a pris leur carte d'identité, puis il y a eu un transport pour le nord de la France. Est-ce que vous vous rappelez à quelle période c'était? Je me rappelle si bien l'événement parce que j'ai eu un ami qui a été raflé mais je ne pourrais pas vous dire, c'était en été. Ça, je me rappelle. Ça, c'était lors des envois d'ouvriers au nord de la France pour les fortifications. C'était l'organisation TOT qui... C'était les Allemands
qui raflaient Oui. dans les rues. Ça, c'était des amants, ça je me souviens très bien. Mais alors, pas encore de femmes, mais des hommes. Et pas des jeunes, non, non. Et c'était déjà vers Malines ou... Non, ceux-là, ils ont été rassemblés à la gare et mis dans des trains qui sont directement partis vers la France. Vers la France. La France. Je sais que c'est vers la France parce qu'il y a une ou deux lettres qui sont arrivées. Les gens ont jeté le train, d'autres personnes ont ramassé, posté les lettres. Les lettres sont arrivées à destination. Ça, c'était ça, Malines. Et vous avez mentionné... Et dans ce mouvement, il y a déjà eu de la propagande. Quelle propagande? AJB. Pour aller travailler oui. dans l'industrie. Oui, et les gens croyaient sincèrement que du moment qu'ils fourniront un travail, on les laissera tranquilles. Mais je crois que c'était avant l'Étoile, non? Je ne me souviens pas si c'est... Non, ça ne fait rien. Vous aviez mentionné que vos parents étaient cachés pendant la guerre. Est-ce que vous pourriez dire quels étaient les personnes qui ont caché des personnes, ou bien à Bruxelles, ou bien dans les autres parties? Est-ce que c'était pour quelles raisons? Moi, j'ai éprouvé le besoin de trouver une cachette à mes parents. Une cachette qui soit vraiment une cachette parce qu'ils parlaient mal le français. On les repérait tout de suite aussi, même à leur allure, même s'ils ne parlaient pas. Et s'ils parlaient, alors on les repérait certainement. Et je devais les cacher avant même d'avoir des contacts avec les partisans. Je n'avais pas beaucoup de possibilités et en ce qui me concerne, je me suis fiée toujours au hasard. Je prenais les annonces, chambres à louer. Et j'allais voir la chambre, je parlais avec la propriétaire et je demandais le prix. C'était des chambres meublées. Et quand je m'étais mis d'accord sur tout, alors je lui disais, mais voilà, il y a une condition, c'est pour mes parents et on ne peut pas les enregistrer. Ils doivent rester ici sans être enregistrés. Et je dois dire que je n'ai jamais reçu de refus. On n'augmentait même pas le loyer. Le loyer restait le même. Ils sont restés dans la même place pendant toute la période? Non. Ils ne sont pas restés à la même place parce que c'est moi qui ne le voulais pas. C'est moi qui portais le ravitaillement. Aussi la propriétaire aidait, qui allait les voir. Et à la fin, je me disais que les environs devaient tout de même trouver un peu bizarre des gens qui ne sortaient jamais. Et c'était moi qui éprouvais le besoin de temps en temps de les faire déménager par mesure de sécurité, pas du tout parce qu'on les mettait dehors. Ça m'est jamais arrivé. Personne ne m'a jamais dit, maintenant nous avons trop peur, enlevez vos parents. Jamais. Alors je cherchais de la même manière. Et puis, au dernier logement, ils sont restés très longtemps. Et même quand vous étiez dans les partisans, vous avez réussi vous-même à vous occuper d'eux tout le temps? Oui. Et mon père travaillait, mon père est tailleur. Et moi, je lui apportais de l'ouvrage et j'allais le livrer. Comme ça, nous n'avons même pas eu besoin d'aide financière. Vous aviez des faux papiers? Moi, j'avais des vrais faux papiers. J'étais enregistrée à la police sous un faux nom. Ça pour les papiers? Oui, en tous les cas, pour mes expériences personnelles, je dois dire que j'ai toujours rencontré beaucoup d'aides chez des simples inconnus. Des gens que je n'avais jamais vus avant et qui, à toutes mes demandes, ont toujours répondu avec tant de spontanéité que je me demandais parfois s'ils se rendaient compte qu'il y avait un danger. On avait l'impression qu'ils ne s'en rendaient même pas compte, qu'ils ne prenaient ça pas du tout en considération. Et aussi de la part de la police, afin de toucher les timbres,
je me suis toujours arrangée pour faire prolonger les cartes d'identité de mes parents. Alors je ne voulais pas être en file, je ne voulais pas rester longtemps à la maison communale parce que je me suis dit c'est une bonne place pour venir rafler. Oui. Et je disais un mot à l'employé, écoutez, je voudrais bien ranger ça, mais je ne voudrais pas rester longtemps ici. Il me prenait toujours les cartes, il rentrait, il la rangeait, il me les remettait en dehors de la file. Les gens ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait. C'était tout de suite arrangé à la seconde. Et vos parents avaient le tampon juif sur la carte? Moi aussi, sur ma vraie carte. La vraie carte, oui. Est-ce que vous étiez du tout au courant des efforts qu'il y avait pour cacher les enfants juifs dans la campagne? Oui. Oui. Et, ça, je le savais. Et qu'est-ce que vous pourriez dire des motifs des gens qui ont aidé à sauver? Était-ce vraiment par un esprit d'entraide ou est-ce que c'était pour l'argent ou bien y avait-il un certain esprit de missionnaire chez les catholiques qui ont aidé? Oh, il y avait sûrement cela aussi. Oui. Mais ça sont les institutions catholiques qui ont pris les enfants, je dirais, en gros. Oui. Oui. Mais les privés, je ne crois pas que c'était par esprit de lucre, parce que j'ai vu des scènes de mes propres yeux où les gens raflés étaient à la gare, attendaient le train pour Marine avec des enfants, que des mamans belges, des femmes belges, leur prenaient les enfants des mains devant les Allemands, leur donnaient le nom et l'adresse, et leur disaient, écoutez, vous ne savez pas vous porter, c'est sûrement pas un endroit bon pour un enfant. Et c'était tellement, il y avait beaucoup de gens autour, public, et les Allemands ne s'opposaient pas. Et j'ai l'impression qu'il y aurait eu des réactions si les Allemands s'étaient opposés, que la foule se serait révoltée. Oui. Alors là, c'est tout de même difficile de dire que c'est un esprit de lucre, parce que... Et c'est pas une fois que c'est arrivé. Et alors à ce moment-là, est-ce que c'est Ils le prenaient les comité enfants. des privés ou c'était un comité qui s'en occupait après? Ça, ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est toujours le danger si les parents ne rentrent pas. Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des drames après. Ses parents belges étaient très fort attachés aux enfants, et puis quand les parents rentraient, ils ont fait souvent des difficultés pour rendre. Beaucoup essayaient par la persuasion. L'enfant sera mieux chez eux, il héritera de la maison, de la fortune, vous connaissez cette histoire. En général, ça s'arrangeait alors. C'était la marraine, et on continuait les bonnes relations. Maintenant, quand les parents ne rentraient pas, je crois qu'on a recherché ces enfants après la guerre. Il y a une série de questions ici sur les finances de la résistance juive ou de l'organisation illégale juive, mais je ne sais pas si vous étiez au courant. Non. Et le mouvement auquel vous apparteniez, c'était financé comment? Je vous ai raconté qu'il y a eu des actions d'argent. Le but était de rafler de l'argent des compagnies compagnies de gaz, je me souviens, d'électricité. Enfin, étant donné que toute l'économie était aux mains des Allemands, tous les endroits où il y avait de l'argent, c'était toujours bon à prendre. Donc je suppose que ça couvrait une forte partie du budget. Est-ce que les partisans, vous savez si vos partisans avaient des liens avec des groupes en dehors de la Belgique, disons en Angleterre? Oh, sûrement. Il y avait peu. C'était un mouvement connu comme sous-direction communiste. Mais il y a eu tout de même. Moi, j'ai assisté à un parachutage d'armes dans les Ardennes.
qui était destiné aux partisans. Les partisans se plaignaient beaucoup qu'ils ne recevaient pas suffisamment, que les autres sociétés secrètes qui ne faisaient rien recevaient plus. Et je sais qu'il y a eu même des actions chez ces sociétés pour leur prendre leurs armes qu'ils n'employaient pas, qu'ils conservaient pour le jour J, et dont les partisans se sont emparés. D'après les informations que j'ai lues, il y a vraiment eu un assez grand nombre d'organisations de résistants, mais je ne sais pas quelles étaient Oui, oh là là, il y en a eu énormément. Est-ce qu'il y a eu une coordination entre elles Vous savez pas. Bon, je n'ai pas l'impression, non. C'était plus quand il y avait des actions, on entendait en parler le lendemain. Oh, c'était presque toujours l'œuvre des partisans. Les partisans. Et je sais qu'il y a eu des sociétés de résistance passive. Ils attendaient la libération. C'était des militaires, ils attendaient la libération pour marcher avec les troupes alliées. Mais il y en a qui ont donné aussi des armes de leur bon gré. Je pense qu'une partie des résistants juifs étaient aussi formés pour le jour où il y aurait l'invasion et qu'ils aideraient. Les partisans juifs, les partisans même. Oui. Oh non, ça je ne crois pas. C'était pas du tout la philosophie. La 9e brigade, dont on a parlé de 9e brigade juive, qui appartenait au mouvement national belge. Ah oui, mais c'est un autre mouvement, c'est pas les partisans. Oui, ça, le mouvement national belge. Qu'est-ce que c'était le mouvement national belge? Non, c'était pas du tout à la direction communiste. Non, les communistes n'attendaient pas le jour de la libération. Non. Et est-ce que vous savez quelque chose sur la presse clandestine? Je sais très peu quant à l'organisation. Je sais que nous avions un journal, le journal des partisans, que nous recevions de temps à autre et qui nous racontait les actions faites par d'autres compagnies. Je sais qu'il y a eu un journal du Front de l'Indépendance, qui a d'ailleurs réussi en Belgique un très, très beau coup. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était quelque chose de formidable. Les gens ont acheté le soir comme si c'était le vrai soir, et puis ils lisaient des choses fantastiques, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et le lendemain, on a su que le Front de l'Indépendance avait remplacé le vrai soir par le faux. C'était une œuvre magistrale, ça. Mais je ne saurais pas dire plus que ça. Et le journal juif, il y avait un journal Yiddish Unser Wort qui appartient au fond, le comité de défense des Juifs était aussi attaché au Front de l'Indépendance. Je pense que oui. Mais vous ne savez rien. D'ailleurs, je ne lisais pas le Yiddish, alors. C'était aussi défendu pour les partisans d'avoir une double activité. Vous comprenez? Après, c'est bien le hasard qui fait les choses. Quand j'avais déjà un contact et que je travaillais, déjà, alors j'ai fait connaissance ici et là de gens qui me proposaient un autre mouvement de résistance, ou m'occuper d'enfants, ou m'occuper de presse, et alors je devais refuser. La discipline l'exigeait sans bien sûr demander de détails et sans dire la raison de mon refus. C'était absolument défendu d'avoir une double activité, peut-être pas pour les dirigeants, mais en tous les cas pour les soldats sûrement. Je crois que je vous ai déjà demandé s'il y avait des traces d'antisémitisme dans les groupes de partisans juifs. Si vous... Oui. Je ne peux pas généraliser cela. Oui, une remarque précieuse, là, oui. Et est-ce qu'il y avait une tendance, disons, à ne pas reconnaître ce que les juifs faisaient comme aide aux partisans? Vous avez mentionné au début je ne sais pas.
Je ne sais pas s'ils étaient au courant d'ailleurs de la chose. En tous les cas, moi j'ai connu deux garçons qui ont fait des réflexions antisémites. Vous savez, les choses normales. Les juifs, ce sont les meilleurs partout, les meilleurs étudiants, ils prennent nos places, etc. Mais ces mêmes garçons ne refusaient pas de faire des actions. C'était pas pour les juifs, mais enfin, qui auraient pu être comprises de cette façon. Et un est mort, et l'autre a épousé une juive après la guerre. La plupart des autres questions sont vraiment en rapport avec les gens qui étaient dans les groupes vraiment juifs. Vous dites que plus tard, pendant la guerre, vous étiez au courant du fait qu'il y avait le bataillon juif Non. de Goodfriend? Non, c'est seulement après la guerre que vous êtes... après la guerre. D'ailleurs, du moment que j'avais commencé à travailler, je ne sais pas si j'aurais demandé un transfert ou... Non, ça je comprends. Je voulais seulement savoir si vous étiez au courant de ces choses. Au début, si j'avais su cela, peut-être que j'aurais préféré y aller. Mais une fois que j'étais déjà dans le mouvement, tout le travail était fait dans un même but et on ne pouvait pas faire autre chose à une place plutôt qu'à une autre. Est-ce que vous savez s'il y avait une différence entre le traitement que les Juifs avaient en Belgique par rapport au traitement des Juifs dans les autres pays? Le traitement par les Allemands. Les Juifs belges, vous voulez dire? Eh bien, au début, quand on commençait à déporter les gens vers Malines, on ne prenait vraiment pas les Juifs belges. Et... est-ce qu'on a su pourquoi? On prétendait que la reine Elisabeth et les autorités belges avaient fait des démarches auprès des Allemands et leur avaient demandé au moins de laisser les Juifs belges dans leur foyer et de ne pas les déporter. Et je sais que très nombreux de ces Juifs belges se sont fiés à cette promesse. C'était d'ailleurs assez bien fait parce qu'au début, quand on raflait les Juifs et qu'on raflait des Belges, ils venaient à Malines et à Malines on les libérait. Ils revenaient. Alors ils racontaient qu'ils avaient été à Malines et que là, il s'est avéré qu'ils étaient Belges et alors on les a renvoyés. Mais par une belle nuit, comme ces Juifs habitaient légalement dans leur maison et qu'on avait toute leur adresse, on les a pris en une nuit. Et on les a déportés exactement de la même manière que les autres. Est-ce que ça a causé d'autres sentiments de la part des autres Juifs, le fait qu'ils avaient cette soi-disant position? Non, eh bien ça non. Non. Pas du tout le même sentiment que procurait cette fameuse couverture pour ceux qui travaillaient à la JB. À propos de la couverture, les gens enviaient ceux qui avaient une couverture? Il y avait peut-être... il n'y avait pas une accusation de collaboration? Oh oui, il y avait de la colère. Il y avait de la colère. Qu'est-ce qu'il vient faire de la propagande? Qu'est-ce qu'il veut que mon fils parte? Et pourquoi est-ce que lui ne s'en va pas? Il y avait de la colère. Alors que pour les Juifs belges, non. On se rendait compte que c'était là un statut. D'ailleurs, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Mais les Juifs belges eux-mêmes, ils croyaient? Oui, très nombreux, oui. On les a vus, quoi. Une belle nuit. On a fait une très belle rafle. Encore une fois, là, à cette époque, je n'étais pas du tout communiste et je ne le suis plus. Donc, je ne suis pas partiale. Mais les Juifs belges qui étaient en liaison avec le Parti communiste, ils avaient reçu l'ordre de ne pas rester logés dans leur domicile légal. Et il faut dire que là, il y avait beaucoup plus de maturité.
beaucoup plus de maturité politique. de la part des communistes qui se rendaient compte. Oui, c'est pour ça. Est-ce vrai ce que j'ai entendu dire par quelqu'un qu'au début, avant l'invasion de la Russie, quand il y avait le pacte entre les Russes et les Allemands, que même les communistes étaient contre la résistance? Moi, je n'étais pas membre du parti à cette époque. À ce moment-là, oui. Je peux difficilement le dire, mais ensuite, quand j'ai fait la connaissance de plusieurs communistes, ils m'ont dit, ils savaient que pour finir, il y aurait la guerre entre l'Union soviétique et l'Allemagne hitlérienne, et que les membres du parti ne logeaient pas légalement, même sous l'époque, même pendant l'époque du pacte, qu'ils logeaient déjà dans des domiciles illégaux. Vous avez mentionné au début que le Dror en tant que mouvement n'avait rien entrepris comme mouvement de résistance. Est-ce que vous pourriez dire que ça c'était général pour tous les mouvements sionistes? Je ne suis pas très au courant. A priori, il me semble que oui. Mais je ne pourrais pas l'affirmer avec certitude. Et est-ce que vous étiez au courant ou en contact avec le mouvement de résistance en Hollande ou en France? S'il y a eu des contacts, moi je n'en ai rien su. C'était au plus haut échelon. Sans doute. Moi je n'en ai rien su. Bon, je pense que c'est à peu près tout, à moins que vous ayez encore quelque chose à raconter que vous pensiez puisse être d'intérêt. Est-ce que vous pourriez peut-être raconter un peu de ce que vous avez vu? Il y a eu une question ici qui m'a semblé intéressante parce qu'elle est justement très complexe. Quand vous êtes rentré à la résistance, qu'est-ce que vous avez en vue? La lutte contre le nazisme ou la situation des Juifs? C'est tellement lié. Enfin, moi, il me semble que le fait d'être juif décuplait la volonté de faire quelque chose. Oui, parce que c'était des victimes encore plus marquantes et plus marquées que les autres. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en tant que juifs, la seule chose à laquelle ils songeaient, c'était de sauver leur peau. Qu'ils avaient perdu tout espoir de pouvoir lutter contre les Allemands. Ah, mais certainement. Moi, je suis d'accord que pour un partisan juif, c'était plus dangereux que pour un partisan belge de faire pourtant la même activité. Parce que un partisan belge était peut-être en danger, ou pas peut-être, mais sûrement au moment de l'action. Mais quand il venait à des rendez-vous, quand il préparait l'action, qu'il avait sa carte d'identité vraie en poche, il était certainement moins en danger que le juif qui se promenait en rue pour aller au rendez-vous, pour venir parler de l'action. Il était déjà en danger. Et en effet, il y a des partisans juifs qui ont été pris comme juifs. Des partisans juifs qui ont été pris en tant que juifs, pas en tant que partisans. Ils ont été pris en tant que juifs, alors certainement dans l'autre aussi, mais qui étaient en rue, pas pour se promener, pas pour leur plaisir, mais pour rencontrer les gens et en vue de préparer l'action. Et par le fait même, on les prenait. Alors ils avaient une fausse carte d'identité, mais à l'enquête, ça ne résistait pas. Il y en a beaucoup qui ont été pris aussi de cette manière. C'était plus dangereux, indiscutablement. Alors, si vous dites qu'il y en a beaucoup qui ont été pris, c'est tout de même un signe qu'il y a eu pas mal de juifs qui étaient dans les partisans armés, en votre opinion. Oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup.
Mais point de vue numérique, il n'y a pas moyen de... Non, moi je pourrais vous dire ça. combien moi j'en ai connu. Si je me mettais à réfléchir depuis le début, je trouverais. Oui. Mais ça ne correspondrait à rien. Puisque je vous dis, énormément de gens ont disparu. Très rares ceux qui sont rentrés au début du mouvement ont vu la fin. Très très rare. Est-ce qu'il y a d'autres parmi vos connaissances du droit qui se sont joints aux partisans? Non. 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 Ensuite, j'ai rencontré des gens du droit qui m'ont raconté qu'ils ont été en France et que là, ils avaient fait quelque chose. Ça, je ne sais pas. Bon, je vous remercie beaucoup.